Bonjour et bienvenue au podcast Rendez-vous de Managers, votre source d'informations privilégiée du domaine de la gestion. Je m'appelle Diego et je serai l'hôte de cet épisode. Notre podcast vise à explorer les sujets d'actualité en gestion en partageant l'expertise et le savoir-faire des gestionnaires et professionnels de différents secteurs. Que vous soyez un nouveau gestionnaire ou un professionnel expérimenté ou tout simplement passionné par la gestion, ce podcast promet de vous offrir un contenu enrichissant pour optimiser vos pratiques de gestion. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le domaine de la gestion des projets, changement du secteur immobilier. Pour ceci, nous avons notre invité Saleh Diao, qui est responsable du portefeuille immobilier mondial du Québec. Bonjour Saleh Diao, comment ça va? Ça va bien, Diego. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Ça me fait plaisir de t'avoir parmi nous. Merci beaucoup. Si tu peux te présenter, Saleh Diao, expliquer un petit peu à notre audience c'est quoi ton parcours et c'est quoi que tu fais dans la vie? OK. Moi, je travaille dans l'immobilier, ça va faire maintenant depuis, je dirais, 14-15 ans. J'ai commencé dans l'immobilier résidentiel et ensuite, j'ai changé quelques années plus tard pour l'immobilier commercial. Je me suis occupée pendant de nombreuses années de la tour, le 700 de la Gauchetière, qui était avant connue sous le nom de la Tour Belle, la Tour Éon. Et en fait, je m'occupais de tout ce qui était de la gestion des baux, tout ce qui était l'administration, la comptabilité, tout ce qui touchait aux états financiers, aux frais d'exploitation. Et j'ai fait ça pendant de nombreuses années. Et ensuite, suite à ce mandat-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été recrutée par IBM, où maintenant je m'occupe du portfolio immobilier. Donc, ça touche aussi les manufactures qu'on a à Bromont. Les différents bureaux d'IBM à travers le Québec. Donc, mon rôle, c'est plus tout ce qui touche à la gestion des relations avec les unités d'affaires et la stratégie du portfolio immobilier à travers le Québec. Wow, très intéressant, belle carrière. Merci. Et c'est juste pour expliquer pour mon information personnelle, quand tu dis que tu fais la gestion des portefeuilles immobiliers, c'est chaque unité d'affaires, c'est un immeuble. En fait, chaque unité d'affaires, ça correspond à un département des fois. Okay. Je donne un exemple. Dans IBM, il y a plusieurs départements. Ils n'occupent pas forcément des fois le même bureau ou les mêmes infrastructures. Mm-hmm. Donc, moi, je vais m'occuper, par exemple, il y a un bureau qui va arriver à expiration. Le bail va finir. Le département va me dire, regarde, moi, je compte rester là. Je vais engager plus de personnes. Nos équipes, elles vont grandir. Soit on va avoir besoin de plus d'espace, soit on va avoir besoin des fois moins d'espace. Mm-hmm. Donc, moi, je vais dessiner la stratégie autour de ça. Donc, souvent, je dois faire des business cases pour justifier comment vont les business, qu'est-ce qui se passe dans les différentes unités d'affaires. Et je dois dire, et ça doit être quelque chose qui doit être quantifiable, ce qui est très important aujourd'hui, surtout dans le monde du télétravail. Et je dois justifier justement comment ils grandissent, qu'est-ce qui se passe dans ces différentes unités d'affaires, ces différents départements, pour justifier qu'ils puissent grandir. Parce que moi, mon travail, c'est surtout de les accompagner. Okay. Comprendre leurs besoins, comprendre leur mandat, comment va leur business et adapter la stratégie immobilière de IBM à leurs besoins. Donc, des fois, ça peut être aussi dans le manufacturing. On va grandir... Et souvent aussi dans le manufacturing, ce que nous, on gère, c'est tout ce qui touche aux projets capitaux. Mm-hmm. Est-ce qu'on a besoin, par exemple, de faire des travaux d'infrastructure? À quoi ça va ressembler? Dessiner les budgets. Et ensuite, on a une équipe de projet aussi qui va gérer les travaux d'infrastructure pour ces unités d'affaires. Parce qu'il ne faut pas oublier que surtout des entreprises dans les tech, l'immobilier, ce n'est pas leur expertise. Mm-hmm. Et dans beaucoup d'entreprises, c'est pas leur expertise. Nous, on est là, en fait, pour enlever ce fardeau-là, pour qu'eux puissent se concentrer sur ce qu'ils sont bons à faire pour assurer la performance de l'organisation. OK, donc j'imagine la haute direction établit les objectifs stratégiques à long terme. Et en fonction de ça, tu dois regarder un peu c'est quoi les ressources que tu as besoin. Exact. C'est combien d'immeubles pour tel nombre de ressources. Exact. Et tu fais tes recherches et tu fais ton business case en disant voici les coûts, les investissements pour chaque place. Exact. Et des fois, c'est moi dans mon portfolio, j'ai juste une manufacture que je considérais un immeuble, mais sinon on n'a même pas d'immeuble, on a souvent des bureaux. Au Québec, avant IBM avait, plusieurs étages, une tour au complet. Maintenant, on est plus lean, on a moins d'espace. Donc, par exemple, j'ai un nouveau... parfait exemple, c'est on va acheter une organisation. On va acheter une entreprise et ça arrive.
plus souvent qu'on ne le pense, cette entreprise, elle va venir avec des bureaux, elle va venir avec un bail. Moi, mon travail, ça va être, j'ai tel bureau à Montréal. Est-ce qu'ils peuvent emménager dans ces bureaux-là? J'ai pas de place. OK, on va garder leur bureau. Je dois justifier qu'on garde leur bureau. Des fois, le bail finit dans 5, 6, 10 ans. Donc là, c'est dessiner une stratégie. Regarder leur utilisation de leur bureau. Est-ce que c'est des bureaux qu'ils utilisent beaucoup, qu'ils n'utilisent pas assez? Puis essayer de dessiner une stratégie autour de ça. Oh, super intéressant. Ouais. J'imagine, durant la COVID, où tout le monde utilisait le bureau et soudainement, personne ne va au bureau. En fait... Ces genres de situations, j'imagine que tu dois rester toujours à l'affût s'il y a un changement majeur qui s'en vient, ou une loi, n'importe quelle... En fait, beaucoup plus qu'on le pense, on a été très affecté, que je dirais, du côté du propriétaire, du côté du locataire par le télétravail et par la COVID. Ça a complètement changé le monde du travail. Au début, on a eu deux aspects. Il y avait les gens qui disaient « Moi, je peux pas travailler en télétravail, je déteste ça ». Et il y a eu ceux qui ont adoré. Et il y a un mélange des deux. Il y a des gens qui disent « Moi, j'aime travailler à la maison, mais pas tous les jours. Je veux pas faire 5 jours par semaine. » Il y a des gens qui disent « Je veux pas aller au bureau 5 jours par semaine. » Ou il y en a qui disent « Je vais aller au bureau 5 jours par semaine. » Donc, faut regarder, en fait, toute la task force qu'on a dans un portfolio. Regarder l'utilisation des bureaux, comment elle est utilisée, pourquoi, qu'est-ce que les gens ils aiment, qu'est-ce que les gens ils aiment pas, et essayer de s'adapter. Ouais. Parce que vous voulez pas non plus avoir un trop gros portfolio où il y a personne qui vient. Parce que c'est des coûts énormissimes pour les entreprises. Et je pense aussi, c'est ça que les entreprises se sont rendues compte pendant la COVID. Ils n'avaient pas réalisé à quel point leur coût en immobilier était un coût qui était important. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a des entreprises qui essaient de jouer avec le mode hybride en disant, vous pouvez venir au bureau 2-3 fois par semaine parce qu'ils veulent pas avoir des portfolios non plus qui sont trop gros. Je pense qu'ils veulent pas forcément réavoir ces grosses charges-là. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont conscientes de ça, mais il y a des entreprises aussi qui disent, non, je veux avoir un bureau, je veux avoir une présence physique, je veux que les gens ils sachent où je suis et je veux aussi que si les gens ils veulent venir au bureau, ils aient un choix. Exact. Et je pense que ça, c'est important. C'est surtout s'adapter aux gens et aux choix des gens. Mais c'est une décision qui ne doit pas être facile. Comme tu as dit, il y a des gens qui ont des préférences qui sont complètement opposées de l'autre. Un qui veut venir 5 jours, un qui veut venir 1 jour. Donc là, tu dois maximiser ton espace sans utiliser ton portefeuille d'immobilier. Exact. On n'est pas trop payé des coûts fixes pour rien, n'est-ce pas? Exact. Et en fait, ce que moi, je fais tous les jours pratiquement, c'est j'ai la capacité d'avoir des rapports qui me donnent l'utilisation de tous mes bureaux à travers le Québec. Donc, je suis capable de voir le nombre de personnes qui sont venues. IBM a développé un outil qui fait que vous êtes même capable de voir dans quelle section du bureau les gens vont le plus. Ah oui? Ouais, c'est quand même assez intéressant. C'est par leur badge ou par les parts. Ils peuvent voir les sections du bureau. Et des fois, quand vous avez des sections qui sont plus utilisées que les autres, vous posez la question, pourquoi est-ce que les gens ils vont plus là? Qu'est-ce qui se passe? Et des fois, c'est des petites choses du genre la fenestration, il y a plus de lumière, le mobilier, ils sont plus confortables. Des fois, ça peut même être les couleurs. Donc, je pense que c'est quelque chose d'important à savoir parce que quand vous allez faire un nouveau bureau, vous voulez être conscient de tout ça. Parce que le but d'aujourd'hui, c'est avoir des bureaux qui sont utilisés et qui sont efficients. Et souvent, moi, je pose des questions aux gens. Qu'est-ce que vous aimez? Et c'est important de comprendre ce que les gens ils aiment et de s'adapter à eux. Et c'est des choses... J'ai eu une conversation qui était fabuleuse avec quelqu'un. À un moment donné, c'était une dame qui habitait à Montréal. Et à cause de la pandémie, elle a déménagé à Trois-Rivières. Elle m'a dit, le coût de la vie à Montréal, c'est trop cher. Je suis plus capable d'acheter une maison. Et j'étais capable d'acheter une maison à Trois-Rivières. Et elle m'a dit, en fait, donc je viens au bureau 1 fois par mois. Et elle m'a dit, mais moi, ma maison à Trois-Rivières, j'ai mon bureau, j'ai mon ceci, j'ai mon cela. Et je lui ai dit, mais quand tu viens au bureau, c'est quoi que tu recherches? Elle m'a dit, je recherche la socialisation que je n'ai pas à la maison. Parce que, elle m'a dit, tu sais, quand tu travailles en télétravail, tu es tout seul. Pour parler à ton collègue, il faut que tu lui bookes un meeting sur Teams, c'est bien beau, mais ce côté social-là, on le perd aussi. Et l'autre chose qu'elle m'a dit, c'est, quand je viens au bureau, je veux me sentir comme à la maison. Je veux pas sentir que je suis dans un espace qui est fermé, qui est froid, qui est restreint. Je veux me sentir comme à la maison. Et c'est pour ça que je pense que l'expérience des employés au bureau, elle est primordiale et c'est quelque chose dans laquelle les entreprises vont devoir investir énormément.
Parce que quand vous venez, vous voulez un espace qui est beau, qui est lumineux. Il y en a, ils veulent des snacks. Ils veulent des machines à café. Donc, ils veulent une expérience qui justifie qu'ils vont au bureau. Oui. Mais je pense aussi qu'avant la COVID, les gens voyaient les bureaux comme c'est un endroit où ça ne me tente pas d'y aller. C'est la mentalité de travail. Je ne suis pas à la maison, je ne suis pas confortable, je ne suis pas bien, je ne me sens pas chez moi. Exact. Là, ils ont pris le goût de travailler à la maison et là, ils veulent cet environnement au bureau. Exactement. Et les remarques que tu as faites, je trouve ça vraiment impressionnant que c'est une bonne chose à faire, de remarquer les habitudes des gens quand ils viennent au bureau. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Comme ça, tu peux créer cet environnement de façon à ce que les gens se sentent chez eux. Exact. Et il y a quelque chose que j'aime faire. Je suis quand même ce que j'appelle une newbie chez IBM parce que je suis là depuis 1 an et quelques mois. Souvent, des fois, je vais dans la cafétéria ou je me promène. Puis les gens ne savent pas forcément ce que je fais, qui je suis, de ce que je m'occupe. Mm-hmm. Et ce que je fais, c'est j'écoute les commentaires qu'ils font. Mais c'est plus du genre, j'aimerais qu'on ait, par exemple, ceci, qu'on ait cela, qu'on développe ceci, qu'on développe cela. Et j'écoute et je prends note. Parce que c'est important d'écouter les gens et de s'adapter aux gens. Des fois, faire des changements, ça prend du temps ou c'est compliqué. Mais si c'est des petits changements qui peuvent être adaptés, alors là, je veux qu'on le fasse de suite. Et souvent, ils arrivent au bureau le matin. « Oh, il y a ça. Oh, c'est une bonne idée. Oh, j'y ai pensé. » Mais c'est important d'écouter les gens. Je pense que surtout aujourd'hui, si vous voulez être efficace, efficient, si vous n'écoutez pas les gens, mais déjà, vous avez loupé la moitié de votre mandat, quelque part. Et surtout le fait que si tu prends des décisions sans consulter les gens qui vont être affectés, exact. Ils vont être soit contre ces changements, soit ils ne vont pas être engagés, ou ils ne vont pas être satisfaits. Et puis pire, vous allez dépenser de l'argent inutilement. En plus de ça, l'aspect monétaire. Exact. C'est pour ça qu'avant de faire quoi que ce soit, ou même avant de faire un changement, moi je dis toujours, ne fais jamais un changement si tu ne comprends pas ce que tu veux changer. Ça, c'est très important. Souvent, je vois des gens rentrer dans des organisations, ils arrivent et disent « je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais changer ceci, je vais changer cela. » Mais tu viens d'arriver dans l'organisation. Des fois, tu ne comprends pas ton emploi, tu ne comprends pas ton département et tu ne comprends pas l'organisation. So, tu vas changer quoi exactement? Et est-ce que ce que tu vas changer, c'est quelque chose que tu es sûr qui va fonctionner sur ces 3 pôles-là? Est-ce que ça va fonctionner sur ton emploi? Est-ce que ça va fonctionner pour ton département? Et est-ce que ça va fonctionner pour l'organisation? Donc, la seule chose qui fait qu'on peut changer des choses, des fois, c'est en écoutant les gens et en s'adaptant aux gens. C'est comme on dit, dans une organisation, on doit écouter les gens des premières lignes, exact. En relation avec le client pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'ils pensent qui pourrait aider ou les outiller pour qu'ils puissent mieux faire leur travail. Et un bon gestionnaire est toujours à l'écoute pour ramener ses idées vers le haut et voir comment on peut satisfaire ses demandes. Exact. Et ce que tu fais, c'est très bien parce que c'est pour eux que tu fais ça, non? En fait, moi, j'utilise quelque chose de très simple. J'ai fait mon bac en marketing. Puis le marketing, en fait, il y a 2 solutions. Il y a le push and pull. Et à la base du marketing, c'est quoi? C'est comprendre le comportement du consommateur. Exact. Donc, aujourd'hui, oui, je fais de la gestion immobilière, mais je m'adapte à mes consommateurs. J'essaie de comprendre mes consommateurs. Et en fait, j'ai remarqué que souvent, à travers les années, j'avais souvent une vision ou des décisions qui étaient différentes des autres parce que j'avais mon background en marketing qui me permettait de creuser plus profondément dans le comportement du consommateur. Et ça, c'est très important dans tout ce que vous faites dans la vie. Que vous commercialisez un produit, il y a toujours un consommateur. Votre client, c'est votre consommateur. Même en gestion de projet, vous livrez un projet pour quelqu'un, pour un client. So, il y a 2 choses, comprendre qu'est-ce qu'il a besoin et la gestion de ses attentes. Oui. So, il faut vraiment comprendre les 2 parce qu'il y a une corrélation que je crois qui est très forte entre les 2. Oui, et un peu ce que tu fais, collecter ces genres de données, c'est un peu comme intelligence d'affaires. Tu es en train d'aller chercher des données, les traiter en information pour pouvoir prendre des décisions. Exact. C'est une bonne application des choses banales que beaucoup de gens passent à travers. Ils disent « je veux que les gens viennent au bureau, mais qu'est-ce qu'ils veulent quand ils viennent au bureau? » Et en fait, derrière chaque donnée, les données disent une histoire. Et je me rappelle, à un moment donné, mon patron m'a dit « Salé, qu'est-ce qui se passe à Montréal? La capacité du bureau, c'est, je ne sais pas, environ 200 personnes. » Il me dit « Tu as 350 personnes aujourd'hui. » Oui, c'est vrai. Les données vont vous dire vous avez tel nombre de personnes. Mais les données ne vont pas vous raconter l'histoire de ce chiffre-là. Et moi, j'ai été capable de lui répondre en 2 minutes en lui disant
voici ce qui se passe. On a un événement spécial où certains départements ont invité toutes leurs équipes et ils sont venus pour cet événement-là. Là, la donnée, elle fait du sens. Mais pourquoi? Parce qu'avant que la donnée elle rentre, je suis allée chercher l'information. Quand la donnée est arrivée, j'étais capable de la comprendre parce que je suis allée à mon consommateur de base et je lui ai posé la question, est-ce qu'il y a des événements qui s'en viennent? Parce que je veux pas non plus lire des données qui sont faussées. Oui, oui. Parce que moi, j'aurais lu ça, j'aurais dit, ah, c'est bien, les gens viennent plus au bureau. Non, c'est pas forcément ça que ça veut dire. C'est des événements Il y a un événement isolés. particulier qui a fait que la donnée, elle a changé. Et c'est important de comprendre ces données, mais c'est important aussi de les interpréter. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable d'interpréter un rapport qui arrive, là, on a un problème. Et tu peux prendre des mesures en disant, ah, il faut agrandir. Il y a trop de gens qui viennent au bureau. Exact. Alors que non, pas forcément. Ouais, c'est isolé. Ça veut dire que non, c'est isolé. Et ça veut dire peut-être, oh, non, peut-être que je pourrais transformer une portion du bureau en une portion, par exemple, pour les événements, parce qu'on a beaucoup plus d'événements spécifiques qu'on ne le pense. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que je dois agrandir la totalité, mais peut-être que je devrais consacrer un espace pour des événements particuliers. C'est ça que les données disent, en fait. Et est-ce que vous faites des rotations dans le même bureau? Des gens d'autres bureaux peuvent venir à une unité qui n'est pas l'unité maître de ces gens-là. Disons que tu as un bureau qui est sous-utilisé, tu dis, on va mettre une application. Si toi, tu es au bureau A et lui au bureau B, mais que le A est plein, tu peux venir au B pour remplir le B. En fait, comment ça fonctionne? Nous, on est à Place Ville-Marie et notre bureau principal est à Place Ville-Marie. Comment ça se passe à Place Ville-Marie? Il y a 4 ailes. Donc, il y a des ailes qui sont spécifiquement pour un département ou deux. Et il y a des ailes que c'est share space. C'est tu arrives le matin ou avant d'arriver au bureau, tu réserves ta place en fonction de la disponibilité. Donc, on a une application qu'on utilise à travers le monde où je peux avoir accès à tous les bureaux du monde et j'ai juste à réserver ma place dans un bureau spécifique quand c'est du share space. Ah, ok, je comprends. C'est pas réservé à un département ou à une personne, c'est en fonction de premier arrivé, premier servi. Ok, parfait. Et l'aspect agilité organisationnelle, c'est quoi que vous utilisez pour dire, genre, maintenant, je vois la stratégie de l'entreprise qui veut aller là. Comment je fais en sorte pour modifier toute ma stratégie de bureau? Comment vous appliquez l'agilité dans votre organisation? En fait, on s'est adapté beaucoup et je dois dire, j'ai travaillé pour beaucoup d'entreprises, mais j'ai rarement vu une entreprise avec un département immobilier aussi fort, aussi motivé et aussi déterminé. C'est-à-dire, on était rendu à tel point avant la pré-pandémie. Aujourd'hui, il faut qu'on s'ajuste. Voici les objectifs qu'on veut atteindre et tout le monde travaille dans ce sens-là. Donc, c'est très agile parce qu'on s'adapte vite. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut dire, j'ai besoin de quelque chose je veux réduire la taille du portfolio. Comme demain, on peut dire, on veut l'agrandir à tel endroit spécifiquement. Et ça, c'est des décisions qui peuvent se prendre en une semaine et on va s'adapter, en fait. On va s'adapter aux besoins. Et la vraie chose, c'est qu'on va s'adapter aussi aux besoins de nos unités d'affaires. Parce que si eux, aujourd'hui, ils disent, oh, moi, j'ai développé quelque chose, c'est un gros boom et il faut que je le développe, j'ai besoin de ces infrastructures-là. Nous, notre but, c'est aussi la compagnie, la pérennité de la compagnie, la stratégie de la compagnie. Donc, on va s'adapter à la stratégie de l'organisation. Et les mises en place des nouveaux bureaux, est-ce que c'est quelque chose sur une courte période qu'il faut rapidement trouver un endroit, louer les ressources, ou ça peut prendre un long temps afin de trouver, ou quitte à bâtir aussi un nouveau bureau? Je ne sais pas s'ils utilisent ça. En fait, l'immobilier, comment c'est fait? C'est en plusieurs sections. Déjà, dans l'immobilier, beaucoup de gens, souvent quand je dis je travaille dans l'immobilier, beaucoup de gens me disent « Ah, tu vends des maisons. Ouais. » Non, pas forcément. Donc, l'immobilier, vous avez l'immobilier résidentiel qui touche à tout ce qui est habitation, personnel, location d'appartements. Il y a les espaces bureaux, c'est-à-dire les tours à bureaux. Ça peut être aussi différents types de bureaux industriels, tout ce qui va avec. Vous avez les espaces industriels où, par exemple, je catégoriserai les entrepôts d'Amazon dans les espaces industriels. Okay. Donc, dans les espaces à bureaux, il y a plusieurs types aussi. Est-ce que vous voulez louer un bureau? Est-ce que vous voulez louer plusieurs étages? Est-ce que vous voulez louer ce que j'appelle du share space ou coworking space comme du WeWork? Okay. Par exemple, si vous dites, moi, demain, j'ai besoin d'un bureau pour 4 personnes.
c'est là que votre stratégie est rentre. Est-ce que ça vaut la peine d'aménager un bureau pour 4 personnes, dépendamment des coûts? Est-ce que je ne devrais pas les mettre dans un WeWork, par exemple? Donc, un WeWork, ça peut prendre un mois, entre faire tous les papiers, entre demander des approbations, signer les contrats, à ce que la personne elle rentre, ça peut se faire très rapidement. Si vous dites non, je veux vraiment avoir mon bureau pour ces 4 personnes-là, là, faut aller sur le marché, faut faire des recherches, faut engager des courtiers, faut rentrer dans une période qu'on appelle de négociation, identifier quel est le bon bureau. Ensuite, faut parler avec les départements de design, construction. Et donc là, il y a plusieurs départements aussi qui rentrent en compte. Qui va faire les travaux? Est-ce qu'on les fait nous-mêmes? Est-ce qu'on engage des sous-traitants? Ou est-ce qu'on demande aux propriétaires de les faire? Donc, il y a plusieurs aspects qui rentrent. C'est une bonne gestion de projet, là. C'est de la gestion de projet. C'est vraiment de la gestion de projet. Et en fait, c'est pour ça que je dis toujours, le démarrage d'un nouveau bureau, c'est de la gestion de projet. Et ensuite, on tombe dans la gestion des opérations. C'est-à-dire que quand je vais sur le marché pour chercher un bureau, c'est un projet. Une fois que c'est fait, c'est signé, on a emménagé, on a construit le bureau, on a tout mis en place, ça tombe dans la gestion des opérations. C'est du régulier, du day-to-day. Et même, je dirais, les renouvellements de baux vont tomber dans la gestion des opérations. J'imagine, il faut mettre toute la structure en place, le IT, la connexion Internet, les aménités, tous les services pour les gens, s'assurer que tout est fonctionnel, opérationnel. Et surtout, la chose la plus importante, c'est la sécurité aussi. Il faut installer tout ce qui est système de sécurité. Ah oui, bon point. Ça. Et ça prend énormément de temps, déjà, pour recevoir les équipements, pour choisir les bons équipements, parce que tous les bureaux ne peuvent pas avoir le même système de sécurité parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Il faut comprendre ça aussi. Donc, et une fois que c'est mis en place, de toute façon, c'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement, c'est souvent des choses qu'on fait une fois à l'entrée et ensuite c'est juste de la maintenance. Et tu dois faire affaire beaucoup avec des contracteurs, des gens qui offrent des services pour aménager le bureau, mettre ça en place. Ouais, mais en fait aussi, je fais affaire à beaucoup de départements différents. C'est-à-dire que dans un projet, vous pouvez avoir plein de départements qui sont impliqués. Vous allez avoir le département de marketing et branding parce qu'un bureau, il faut mettre du branding quand vous aménagez le bureau. Mm-hmm. Les gens qui vont dessiner le bureau, design, construction, qui vont gérer aussi le projet de construction dans le bureau. Vous allez avoir les équipes de leasing qui vont s'occuper de tout ce qui est la gestion des baux, la négociation avec les propriétaires et les brokers. Donc, comptabilité, gestion des baux aussi, qui vont rentrer les baux dans le système. Donc, c'est pour ça que je dis, souvent les gens ils voient une tour à bureau, mais c'est une vie en fait. Il se passe tellement de choses pour maintenir les assets à ce niveau-là que les gens ne voient pas, ils se disent « Ah, ça va vite ». Non. C'est toute une vie, c'est une entreprise. Ça a autant des fois d'employés qu'une entreprise parce que la gestion d'un actif, c'est beaucoup de temps et ça demande beaucoup. C'est comme mettre en place une nouvelle entreprise. Tu aménages tout dans un bureau. C'est comme on start une entreprise ici. C'est des gens de la même entreprise existante, mais il faut répliquer ce qui se passe dans bureau A, dans bureau B. Exactement. Et si on prend sur... souvent, on ne se rend pas compte, il y a des entreprises qui peuvent ouvrir un bureau par mois, un bureau 2 mois, un bureau par année. Ça dépend de la taille de l'entreprise. Mm-hmm. Si vous êtes une entreprise qui est comme une multinationale qui est dans un Fortune 500, il y a des probabilités que vous avez des bureaux partout dans le monde. Et il faut s'adapter aussi aux cultures locales, aux lois locales. Donc, c'est différent. Il faut savoir s'adapter partout où vous êtes. Ça doit être une couche encore plus difficile. Gérer l'aménagement à l'étranger, tout l'aspect que tu viens de mentionner, la politique, la culture. Exact. Mais en fait, on a des équipes par région. C'est régional. Okay. Et c'est pour ça que moi, je suis dans un département qu'on appelle Global. Global, ça veut dire que c'est un département mondial. On a le poste que j'occupe, c'est un poste qui est occupé à travers le monde. Il y a une personne comme moi dans beaucoup de pays, dans beaucoup de continents. Parce qu'en fait, on a des bureaux partout. Donc, tu discutes avec ces gens-là pour mettre en place, voici notre stratégie, on doit avoir un bureau pour telle personne, tu t'en occupes de gérer ça local, moi, les gens là-bas. Le Québec, en fait, est attaché au portfolio du Canada en premier. Mm-hmm. Ensuite, on est attaché à Americas. Donc, du Canada jusqu'à l'Amérique du Sud. Donc, souvent, des fois, j'ai des meetings sur Americas pour parler de la stratégie de Americas. Mais par exemple, quelqu'un qui est en Europe, il est attaché à EMEA. C'est Europe, Middle East, Africa. Il y a des gens qui sont à APAC. Ça, c'est Asie-Pacifique.
Donc, c'est vraiment géographiquement. Et souvent, je pense que c'est une fois par quart où on a un meeting mondial où on parle de la stratégie du portfolio globalement à travers le monde, où on voit ce qu'ils ont fait en Europe, qu'est-ce qu'ils ont fait en Asie, et qu'est-ce qu'on fait en Americas. Et là, on partage. Voici ce qui se passe, voici ce qui arrive, la direction qu'on veut prendre. Donc, ça part d'une direction globale mondiale. Ensuite, ça descend sur la région. Et ensuite, ça va descendre sur votre pays et ça va descendre sur votre portfolio. OK, je comprends. Et durant ces genres de meetings mondiaux, est-ce qu'il y a souvent des défis pour que tout le monde embarque dans la même stratégie? Ou chacun a sa vision différente. Comment vous gérez les convergences d'opinion? En fait, la stratégie, elle est définie quand même au début de l'année. Donc, on sait très bien la stratégie que l'organisation veut implanter, la stratégie que le département veut avoir. La chose la plus difficile finalement à avoir, c'est avoir tout le monde sur l'appel à une certaine heure parce qu'on n'est pas sur le même sur les mêmes fuseaux horaires. Ça, je me suis rendu compte une fois, j'ai reçu le meeting à 6h du matin. J'ai dit mais pourquoi il nous faut un meeting à 6h du matin? Et je me suis rendu compte mais 6h du matin chez moi, c'est 6h du soir ou 20h, 21h pour quelqu'un qui est en Asie. Donc c'est pas évident, si pire finalement. Mais je dirais que quand vous avez des gens autour de la table qui ont une vision claire, et ça, c'est le rôle de nos exécutifs, de définir une vision et une mission qui est quand même claire, qui est très claire, qui est très facile à exécuter. Pour nous, c'est facile à faire. Parce que tout descend d'en haut. Si en haut, ils nous disent, voici l'objectif que je veux avoir. Et ce que je trouve important, c'est quand on donne des objectifs, donner des objectifs qui sont quantifiables. Parce que c'est facile de dire, je veux faire tel nombre de transactions. Mais si vous dites, moi, cette année, mon objectif, c'est d'avoir 10 transactions, nous, au milieu de l'année, là, si on voit qu'on est rendu à 5, 6, 7 transactions, on sait que, on va s'aligner, on est sur le target. Mais si vous donnez un objectif qui est trop vague, c'est difficile à atteindre, je dirais. Ouais, quand c'est pas clair, ça laisse à l'interprétation des gens aussi. Exact. Ça va, j'ai compris, il faut faire ça, pas ça nécessairement. Et là, ça peut faire plein de conflits. Exactement, exactement. Immobiliser les gens aussi, là, ça doit pas être évident. Si chacun voit une façon différente de faire la même chose, alors que c'est pas clair, il y en a qui vont pas vouloir donner la pleine contribution ou engager, collaborer avec l'équipe. Et je pense que c'est là aussi que la standardisation des processus, elle rentre et qui est quand même assez importante. Parce que comment quantifier quelque chose qui touche le monde entier si vous n'avez pas des processus qui sont standards et vous ne pouvez pas comparer une pomme avec une pomme? Exact. Ouais. Ça, c'est très important, en fait, d'avoir des processus qui sont standards pour qu'on puisse comprendre qui fait quoi ou comment et que quand vous arriviez, on est capable de tous s'aligner sur la même chose. Wow. Ouais, ça doit être toute une coordination. C'est moins compliqué qu'on le pense. Et je pense aussi, ce qui est bien, c'est que moi, je suis entourée de professionnels qui sont vraiment experts dans leur domaine, qui sont excellents. Et vous le sentez que les gens visent l'excellence. Et ça, c'est important. Quand vous êtes je pense que moi, je vis par ce mantra-là qui est « tu es défini par ton environnement ». C'est ton environnement qui va faire ta personne. Ouais. Et quelque part, ta personne va faire ton environnement. Si tu es dans un environnement où les gens veulent l'excellence, tu vas pas arriver et être moyen ou ordinaire. Tu vas te donner à fond parce que tu dis, ça, c'est le standard de mon département. Je sais où mon département est. Il faut que je me donne à 100% parce que je veux rentrer dans cette catégorie-là. L'équipe et la culture d'une entreprise fait toute la différence. Elle fait toute la différence. Ouais. Toute la différence. On s'inspire ou on se démotive par les gens qui nous entourent. Exactement. Exactement. Ça, la force du leadership des gens, des fois, c'est très important. Et la force d'une vision. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est important d'avoir une vision parce que les gens ne vont jamais suivre quelqu'un qui ne sait pas où il va. On veut suivre quelqu'un qui va nous donner une direction claire, un éclaireur. Mais quelqu'un qui n'a aucune idée où il va, on va tous être perdus quelque part dans le désert à un moment donné. C'est un bon point. Donc, je pense que c'est ce qui est très important et c'est ce qui fonctionne. Moi, je le vois partout où j'ai travaillé. J'ai toujours vu les visionnaires et les gens qui ont du leadership, on le voit sur leurs résultats. Ça a une conséquence directe sur leurs résultats. Ouais.
Non, je suis tout à fait d'accord. C'est en fait la force d'un bon gestionnaire ou exécutif, c'est de pouvoir exercer un leadership. Oui. Souvent, tu peux avoir une bonne équipe, il y a des gens ultra performants, mais si tu n'arrives pas à les mettre en place et les guider vers la réalisation des tâches, il n'y a rien qui va se faire. Mais aussi, ça va être une question aussi de rétention des employés. Et on vit dans un marché aujourd'hui où les entreprises sont de plus en plus compétitives. Oui. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui est au Canada, mais qui travaille pour une entreprise qui est à Taïwan, qui est à Singapour, qui est en Afrique du Sud. Donc, aujourd'hui, le marché du travail, il est plus qu'il était. Avant, c'était... j'habite à Montréal, je vais travailler pour une entreprise qui est dans le centre-ville de Montréal, je fais mon 9 à 5, je rentre à la maison. Maintenant, c'est plus ça. C'est complètement différent. Donc, notre bassin de choix, il a explosé et c'est la pandémie qui a créé ça, mine de rien. Oui. Aujourd'hui, avoir des talents, c'est difficile. Les garder, c'est encore plus difficile. Si vous ne mettez pas l'investissement pour garder vos talents, moi, je pense que vous êtes une entreprise qui ne pourra pas perdurer dans le temps et qui ne peut pas justifier de perdurer dans le temps. Ouais. Aujourd'hui, pour moi, avoir du leadership, c'est important pour cet aspect-là. Là, on va vivre une période où on va avoir une génération au complet qui va partir à la retraite, les boomers. Et on commence déjà à le voir. Est-ce que toutes les entreprises sont préparées à cette transition-là? Est-ce qu'elles ont les talents pour prendre la relève? Est-ce qu'on a même assez de personnel pour prendre la relève de ça? Donc, le monde du travail comme on le connaît, il va complètement changer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les leaders sont plus nécessaires que jamais parce qu'on va rentrer dans une période de changement et de transition où il va falloir s'adapter. Ça, il faut comprendre, le marché du travail, comme tu mentionnes, la nouvelle génération, ils cherchent d'autres choses, d'autres valeurs que les gens qui vont partir à la retraite maintenant, ils cherchent. Exact. Ces gens-là, ils sont plus ambitieux, ils veulent plus qualité vie-travail, ils veulent pas nécessairement travailler 10 heures par jour, ils veulent pouvoir vivre et des fois, il faut les connaître. Exact. Pour ne pas appliquer le même genre de gestion qu'on applique à notre génération. Et je le vois des fois, et je parle avec des gens, ils me disent, mais je parle avec telle personne, elle ne comprend pas. Et je dis, non, c'est pas qu'elle ne comprend pas, c'est qu'il y a un conflit générationnel. Tu as une vision qui est comme ça, tu as toujours travaillé de cette manière-là. Cette personne, sa vision et ses valeurs sont différentes. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'elles sont meilleures ou qu'elles sont pires. Ça veut dire qu'elles sont différentes et on vit à un moment donné où il faut qu'on s'adapte. Parce que on peut pas rentrer dans un marché du travail ou gérer des gens, une nouvelle génération, d'une certaine manière, comme on gérait une génération il y a 20, 30 ans. Ça fonctionnera pas. Non. La réalité, elle est pas la même. Les objectifs sont pas les mêmes. Les inquiétudes ne sont pas les mêmes. On peut pas demander, par exemple, à quelqu'un de faire certains sacrifices alors que lui, il est inquiet des fois de même pouvoir payer son loyer. Et les gens aujourd'hui, ils sont plus stressé qu'avant. Beaucoup plus. Il y a plus de pression, plus d'anxiété. Donc, à un moment donné, ces gens-là, si tu en rajoutes la pression au travail, que tu n'écoutes pas ces inquiétudes, ça fait en sorte qu'il va démissionner, il va quitter pour une autre entreprise qui offre un meilleur salaire ou peu importe. Une condition, il dit, je me sens pas bien dans cette entreprise, j'aime pas le climat de travail. Et des fois, c'est même pas juste monétaire, c'est une question aussi comment les gens ils se sentent valorisés. C'est est-ce que vous leur dites merci assez? Mais quand vous leur dites merci, vous leur dites merci pourquoi? Votre merci, il doit être spécifique. Vous devez leur montrer que je te vois avancer sur tel projet. Je sais que tu travailles sur ça et merci pour ce que tu as réalisé dans ce projet-là. Mais juste dire, merci pour ta contribution aujourd'hui. Mais quelle contribution de quoi? J'ai géré 50 choses. C'est quoi que tu me remercies pour? Donc, c'est aussi ça, c'est la valorisation des gens. Les gens, ils veulent se dire, je veux faire quelque chose qui fait du sens. Je veux avoir une vie. Je veux pas avoir un stress qui n'est pas forcément justifié et je veux être valorisé pour mon travail et je veux être respecté pour mon travail. Mon travail doit faire du sens dans ce que je fais dans la vie. Exact. La rétroaction, c'est extrêmement importante. Je pense que les gens, j'ai jamais eu l'occasion de gérer des gens qui sont de cette génération, mais avant, il n'existait pas de rétroaction. Non. Tu fais la job, si je suis pas content, tu vas le savoir. Si je suis content, tu ne sauras pas. C'est juste comme ça que ça marche. Tu fais ce que j'ai dit, et je te donne un salaire, tu n'as pas le droit à mettre tes inquiétudes sur la table. Je ne peux pas changer, c'est comme ça. Maintenant, c'est le contraire. Il faut
pas constamment, mais il faut les faire savoir que qu'est-ce qu'ils font, c'est bien. Ils veulent l'acceptation, la validation que c'est bien. Et souvent, on pense que, et ça c'est quelque chose, quand j'entends ça, ça me frustre. On dit souvent, les milléniaux et les Z, vous avez toujours besoin d'être cadolés comme des enfants. C'est-à-dire, il faut toujours vous dire, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Et je dis toujours, non, les boomers ont aussi le même besoin. C'est la différence, c'est que les milléniaux et la génération Z sont plus vocaux. Ils vont vous le dire. Alors que les boomers, ils vont plus dire, OK, prochaine fois, OK. Je pense qu'il y a eu, il y a eu plus une acceptation de dire, mais je dois faire mon travail. Et les milléniaux sont plus, non, vous devez nous le dire, c'est important pour nous. Et c'est comme, c'est quelque chose qui nous drive. Ouais. Et c'est pour ça que je dis souvent, non, c'est pas différent. C'est la même chose. C'est important dans toutes les générations, quand quelqu'un fait du bon travail, de reconnaître le bon travail qu'il fait. Ouais. Mon avis, je pense, c'est la relation qu'on a avec le travail avant, c'était une obligation. Il faut y aller juste parce qu'il faut y aller. Aujourd'hui, les gens, ils veulent pas juste y aller pour y aller. Ils veulent avoir du plaisir. Pour avoir du plaisir, il faut savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Il faut que ça soit clair, les responsabilités, les tâches. Il faut indiquer, hey, tu contribues à ça pour l'entreprise. On t'a une valeur ici. Ils veulent être reconnus comme dans une relation. Exact. Ils veulent savoir que la personne les apprécie, est contente de les avoir dans l'équipe et pas juste un chiffre. Puis c'est aussi une question de... Il y a beaucoup de gens qui ont vu des gens partir à la retraite, être malades dans leurs premières années à la retraite. Des gens même pas se rendre à la retraite. Et aujourd'hui, le sens de la vie est plus important que le travail. Et c'est ça aussi que les gens y recherchent, à se dire, ce que je fais, si je le fais, si un jour je dois tomber malade, je veux pas avoir de regrets. Ouais. Et c'est ça qu'il faut comprendre qui est important pour tout le monde en ce moment. Ouais, et c'est une bonne chose. Je pense que nous, autant que gestionnaires, on prend plus de côté humain. Exact. Beaucoup plus qu'avant, parce que c'est la clé. En fait, si vous n'avez pas de ce que j'appelle people skills, bonne chance pour gérer une équipe aujourd'hui, parce que personnellement, je pense que ce qu'il faut ramener à la table, c'est le côté humain. C'est ce qui est en train de manquer. Et surtout, tout ce qui touche avec l'intelligence artificielle, le AI, tout ce qui va avec, nous enlève en fait ce côté humain. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui d'avoir un gestionnaire et la force d'un gestionnaire? C'est le côté humain et la gestion des relations humaines. Exact. Justement, la partie des ressources humaines, est-ce que la pénurie de main-d'œuvre, ça affecte vos projets dans le sens où il y a des contracteurs qui doivent venir faire un travail de plomberie, mais il n'y a personne, donc ça retarde les projets? Avez-vous de problèmes par rapport à ce genre de pénurie de main-d'œuvre? Tout le monde a été affecté par la pénurie de main-d'œuvre. Le secteur immobilier aussi a été affecté par la pénurie de main-d'œuvre. Ce que ça a pu créer, c'est des délais dans la livraison des projets, mais ça a créé aussi l'augmentation des coûts de certains projets. J'ai vu dans le passé des projets que avant pandémie et après pandémie, c'était complètement différent. Je pense aussi ce qu'on a eu qui a affecté, c'est pas forcément aussi la pénurie de main-d'œuvre, mais la pénurie des ressources aussi, qui ont été beaucoup plus lentes à arriver, beaucoup plus complexes. Donc tout ça, ça a eu, oui, un impact quand même assez important. Et vos projets, c'est méthode cascade ou tu as ton scope que tu vas fixer, tu peux varier ton temps, ton budget, ta cédule, ou bien, comme tu dis, il y a un changement majeur dans les coûts, nos budgets sont plus fixes, il faut nécessairement les ajouter, c'est extra. Parce qu'on n'a pas le choix. Ou il te fixe un budget, non, tu as ce budget, tu travailles avec ça. Généralement, on définit le scope avant de commencer le projet. On essaie d'avoir un scope qui est le plus détaillé possible. Et rien que les coûts qu'on engendre pour détailler ce scope-là sont assez conséquents. Donc, quand on annonce un budget pour un projet, je vous dirais qu'il faut le respecter parce que les coûts qu'on a engendrés avant pour justifier ces coûts-là sont quand même assez massifs. Ouais. S'il y a eu une urgence, par exemple, vous avez cassé un mur et puis il y a un problème dans votre fondation, vous devez le réparer. Là, c'est un problème qui est différent. Là, vous pouvez aller demander des coûts supplémentaires. Et ça, c'était exactement des contingences que vous n'aviez pas prévues. Mais théoriquement, même dans vos coûts originaux, il y a des scénarios de contingence que vous rentrez. OK. Que vous prévoyez. Le scénario pessimiste, optimiste, réaliste. Exact. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où je pense qu'il faut être assez pessimiste quelque part. Je pense qu'on va être là-dedans pendant quelques années encore. Mais je pense qu'à un moment donné, on va sortir la tête de l'eau, on va sortir de là, c'est sûr et certain.
Mais je pense que pour une gestion de risque, je serais plus tendance à dire, tu sais quoi, prévoyons plus de choses et au pire des cas, si on ne dépense pas tout l'argent, c'est correct, que arriver à un moment donné, vous n'avez pas assez de budget, vous devez demander encore plus d'argent. Ouais. Parce que ça aussi, on ne se rend pas compte, ça prend du temps aussi. Et ça peut retarder votre projet énormément. Mais généralement, ce qu'on annonce, c'est souvent des choses qu'on respecte. Ouais, c'est bien d'être avant-gardiste. On se prépare pour le pire, mais on espère le mieux. Exact. Dans la vie, là, vous ne pouvez pas juste vivre sur un plan A. Vous avez besoin d'un plan A, B, C, voire D. So, si vous êtes capable d'avoir tous ces 4 plans qui sont corrects, je pense que ça devrait bien aller. Mais avoir juste un plan A, c'est pas réaliste dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Non, sûrement. Non. Si on parle maintenant de nouvelles technologies, justement, on t'a mentionné l'intelligence artificielle, c'est un peu mon domaine. Et j'aime ça, avoir la vision des gens, comment ils pensent que ça va impacter le monde du travail, parce que ça va changer. C'est en train de changer, la force du travail, notre relation avec le travail. Et genre, des tâches administratives que tu peux automatiser, mettre des logiciels où, c'est pas à dire, mais on va couper des postes, mais on va créer beaucoup de positions. Comment, aujourd'hui, vous, chez IBM, comment vous abordez le sujet d'intelligence artificielle? Est-ce que vous commencez à tacter le terrain, vous commencez à regarder comment on peut utiliser ça pour maximiser des tâches que nous avons, pour mieux utiliser nos ressources qui sont rares? Est-ce que vous aviez des projets en tête? Chez nous, l'intelligence artificielle et l'innovation, à la fin de la journée, c'est au cœur de business. Vous ne pouvez pas être une entreprise de tech et ne pas penser à l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Et à la fin de la journée, c'est quelque chose qui est demandé par beaucoup d'organisations. Et IBM a toute une portion de ses activités qui est développer les activités artificielles pour aussi des business, pour des entreprises. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. L'évolution, ça fait partie de l'humanité. Si vous regardez, on a toujours évolué. À l'époque, là, les gens, ils n'avaient pas de voiture. Ils marchaient ou ils avaient des charrettes. Aujourd'hui, il y a des véhicules. On va prendre ça assez théorique, là. Les chevaux, ils se sont reposés. Mais si vous regardez les voitures aujourd'hui, ça a créé toute une industrie automobile. Donc, si vous regardez de l'époque où le cheval, il travaille plus, tout ce que ça a créé aujourd'hui pour l'humanité, en fait, on n'a pas régressé. Au contraire, on a innové encore plus et on a créé encore plus d'opportunités. Donc, il faut voir l'intelligence artificielle de la même manière. Donc, ce ne sera pas parfait parce qu'il n'y a rien qui est parfait sur Terre. Non. Mais je pense qu'on vit dans un monde où l'intelligence artificielle, elle est inévitable et elle est nécessaire. Je donne un exemple. Moi, je dois servir différents départements. Souvent, chacun utilise ses propres logiciels. Les logiciels ne communiquent pas entre eux. Moi, je me retrouve des fois à faire plusieurs documents Excel pour répondre aux demandes de différents départements. Mais si à un moment donné, on me dit « on est capable de créer un logiciel qui va faire communiquer tout ou créer quelque chose de commun et que tout le monde va avoir l'information, tu n'as rien à faire manuellement », je suis la première à rentrer dans le projet et à dire « si vous avez besoin de feedback, vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider dans le projet, je suis là. » Parce que c'est quelque chose que je sais qui va améliorer mon travail. Ça va pas forcément supprimer mon travail, ça va l'améliorer. Et je pourrais me concentrer sur d'autres choses. Et c'est comme ça qu'il faut voir l'intelligence artificielle. C'est une opportunité et c'est des opportunités aussi pour nous d'évoluer, pour se concentrer sur d'autres choses. Oui, il y a des emplois qui vont être perdus, mais je pense aussi qu'il y a des emplois qui vont être créés et il y a des mutations et des transferts qui vont se faire. Exact. En fait, c'est des emplois qui vont être bonifiés. Exact. Il y a beaucoup de postes de travail que les gens ne se sentent pas motivés de le faire. Il manque de stimulation. Il n'y a pas vraiment un atout. Donc, les gens seront plus nécessaires dans ce genre de postes, mais il va y avoir beaucoup de nouveaux postes qui seront créés pour gérer l'intelligence artificielle et surtout que les gens arrêtent de faire du opérationnel. Exact. Et gestion de problèmes. Ils vont pouvoir faire la prise de décision stratégique. Exactement. Comment analyser tout ce que l'AI fait pour mieux prendre la décision. Et l'AI va être là aussi pour nous servir. Et il faut prendre en considération aussi que il y a beaucoup d'emplois que ça a besoin du contact humain. Et l'AI ne peut pas remplacer le contact humain. Peut-être un jour, mais aujourd'hui, au moment où on parle, non, pas forcément. Donc, je pense que c'est important de se rendre compte de ça, que l'AI va être là pour aussi nous aider à enlever des temps morts où on perd beaucoup de temps. Oui.
Pour avoir plus de temps pour faire de l'humain, interaction avec les gens, à discuter, pour voir des nouvelles opportunités qu'on pense ensemble, au lieu de se concentrer à régler 80% du temps des problèmes opérationnels. Des fois, je peux passer toute une journée à régler un problème opérationnel, ou s'il y avait une automatisation, j'aurais pas perdu cette journée-là à faire ça, et j'aurais pu me faire mon travail qui est de la stratégie et qui est pensé. Et des fois, je m'assois, je me dis, j'aurais aimé prendre cette journée-là pour penser et réfléchir et définir une stratégie, mais j'ai tellement pris mon temps dans des outils et des fois dans l'administratif que moi, si l'AI arrive et enlève cette portion-là pour que je puisse faire ce sur quoi, en fait, qui est mon mandat quelque part et qui est aussi ma force quelque part, moi, ça me ferait plaisir, personnellement. Et il faut le voir comme ça, comme des opportunités, se dire... Et là, on a eu un projet récemment que j'ai trouvé quand même assez intéressant. C'est quelqu'un qui a levé la main, qui a dit moi, j'aimerais bien qu'on ait un chatbot. C'est-à-dire que quand on pose une question, au lieu de chercher l'information dans plusieurs logiciels, j'aimerais avoir un chatbot où on pose une question et l'information, elle sort. Et il y a tout un groupe qui s'est formé. Ils ont travaillé super fort. Ils ont fait un travail extraordinaire et ils ont développé ça en quelques mois. Et aujourd'hui, je me suis dit, mais c'est parti d'un problème où ils ont travaillé sur une solution, mais la solution, on peut tous en bénéficier. Parce qu'en fait, on avait tous le même problème. Donc, c'est ça aussi l'intelligence artificielle. Surtout, on travaille à distance. Tu as besoin d'une info. On doit booker un meeting pour parler à une personne, pour qu'elle nous explique quelque chose. Alors, si tu as un outil qui permet de répertorier tous les contenus, les documents de l'entreprise, de sortir la réponse en 2 secondes. Puis les réponses qu'il y a dans ce chatbox-là, ça pouvait toucher facilement 4-5 personnes ou 4-5 départements différents. Oui. Ou 4-5 unités différentes. Et je me suis dit, ils ont tout centralisé. Personne n'a perdu son travail, by the way. Personne n'a perdu son travail, mais on est plus efficace. Ça, c'est des petites modifications pour rendre plus efficace les gens et efficients. Exactement. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on dit je suis contre l'AI, moi je dis, est-ce que tu es contre l'évolution de l'humanité quelque part ou est-ce que tu es contre aussi la résolution de problèmes? Parce que l'AI aussi, c'est beaucoup de résolution de problèmes. C'est ce que les gens ne se rendent pas compte. Des fois, ça nous montre des liens qu'on n'a pas pu voir. Ça nous donne des indices. Et aussi une analyse prédictive, ça peut regarder le marché du travail, l'évolution du marché immobilier pour vous donner des prédictions. Ah, il y a peut-être tel enjeu politique qui va affecter telle loi qui va vous affecter. Ça vous donne des insights pour savoir comment mieux allouer vos ressources pour atteindre vos buts stratégiques. Exactement. Ouais. Exactement. Mais si on prend aujourd'hui le monde aujourd'hui, si on regarde ne serait-ce que les médias sociaux, l'impact que les médias sociaux ont sur le monde aujourd'hui, il y a des entreprises qui se sont créées, qui sont devenues des multinationales, qui ont créé des centaines, des milliers, voire des millions d'emplois avec l'évolution. Si on prend des IBM, des Microsoft, des Google, des TikTok, ça a créé beaucoup d'opportunités. Donc, on ne peut pas non plus, parce qu'on ne connaît pas qu'est-ce que c'est, être réfractaire forcément à ça. Mm-hmm. Non, effectivement. Et aussi, je pense que si on pousse plus loin, comme on disait, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont nés avec un téléphone dans la main. Exact. La technologie a infusé dans leur cerveau. Exact. Si tu dis que dans ton milieu de travail, tu utilises l'intelligence artificielle, tu as plus de chances que les gens soient plus intéressés à travailler pour toi. Exact. Que d'aller travailler dans une usine manufacturière où il y a 0 ordinateur. Exactement. Les gens, ils cherchent ces genres d'emplois où ils sont toujours à la haute technologie. Ils veulent être challengés, stimulants. Et je pense que ça va retenir des employés. Exactement. Et puis même la prochaine génération, si vous n'innovez pas, travaillez pour eux, ils vont arriver, ils vont trouver ça pénible. Exact. Hein. Des fois, ma nièce, elle a 23 ans. Okay? Elle commence à peine à rentrer sur le marché du travail. Moi, je suis sur le marché du travail depuis quelques années. Des fois, elle me voit utiliser mon téléphone. Elle me regarde et elle me dit, mais Tata, tu fais quoi? Je dis, je fais ceci, je fais cela. Et elle se met à rigoler. Elle me dit, mais tu sais que tu as ça dans ton téléphone, tu as comme fonction, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Je la regarde, je dis, wow, c'est déjà trop loin pour moi. Mais il faut le penser aussi sur le monde de l'entreprise. Quand elle va arriver dans le marché de l'entreprise, elle va s'attendre à une certaine automatisation, à certaines choses. Et si c'est pas assez performant pour eux, ils vont trouver ça lourd et ça va être une frustration pour eux. Il va dire, mais pourquoi on travaille de cette manière? Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi c'est ceci? Pourquoi c'est ça? Et en fait, moi, je dis, tout ce qu'on fait aujourd'hui, on ne le fait plus pour nous. On le fait pour la prochaine génération qui arrive après nous. Exactement. C'est s'adapter
à ce qu'ils ne se sentent pas dépaysés. Exactement. Si à la maison, ils utilisent l'intelligence artificielle partout, ils vont au travail, il n'y a pas ça, ils sont comme, comment ça se fait, vous êtes trop en arrière. Vous êtes trop en arrière. Et là, il y a le clash culturel, intergénérationnel. Mais c'est bon d'avoir ces rappels-là. Oui. Parce que elle me fait comprendre que moi, je peux m'améliorer, que moi, je suis un point où je me dis, c'est pas si pire, parce que quand j'arrive avec quelqu'un, des fois, qui a même pas de certaines applications que j'utilise, je me dis, je suis en avance. Et elle me rappelle, non, t'es pas en avance, t'es en arrière. Ça te pousse à continuer à apprendre. Exactement. À continuer à apprendre, à pas dormir sur mes lauriers, à comprendre que cette génération-là, c'est la génération que nous, on va gérer en tant que gestionnaire. Et qu'à un moment donné, on doit être adapté à eux, on doit être alerte à eux. Exactement. Et si on conclut l'entretien, une question que j'aime toujours poser aux invités, c'est quoi ton regard vers l'avenir dans ta profession? Et c'est quoi tes conseils pour quelqu'un qui démarre maintenant un poste similaire au tien, autant que gestionnaire de portefeuille? Je dirais qu'on a des beaux défis qui s'en viennent. Ça dépend de quel côté vous êtes. Est-ce que vous êtes du côté du propriétaire, du côté du locataire? Parce que c'est des réalités qui sont différentes. Vous ne devez pas répondre aux mêmes besoins. Moi, aujourd'hui, avant, j'étais toujours du côté du propriétaire. Maintenant, je suis du côté du locataire. Les défis qu'il va y avoir, c'est penser nos actifs pour vraiment répondre aux besoins de nos usagers. Okay. C'est-à-dire que venir au bureau, c'est une expérience. Est-ce que l'expérience qu'on offre, elle est à la hauteur des attentes de nos employés? Et on vit dans un marché où il y a tellement de concurrence qu'aujourd'hui, moi, dans mon travail, je mets beaucoup de fierté à ce que je fais parce que quand quelqu'un vient dans mes actifs, je veux qu'ils se disent, ils ont fait l'effort, ils ont travaillé, on voit la différence. Ouais. Quand ils vont dans une autre organisation et je veux qu'ils se disent, vous êtes à ce point-là, mais tu sais, nous, c'est pas toujours parfait, mais on voit qu'ils font l'effort, on voit qu'ils s'adaptent, on voit qu'ils nous écoutent, on voit qu'ils font des changements. Pour moi, ça, c'est important. Et pour quelqu'un qui veut rentrer dans le marché de l'immobilier ou qui veut commencer, moi, je dis juste fonce. Si tu as des objectifs, fixe-toi des objectifs, sois audacieux, n'aie peur de rien, apprends beaucoup, prends tout ce que tu fais. Chaque journée, c'est comme si tu allais à l'école, tu apprenais quelque chose et ne cesse jamais d'apprendre. Dans le sens où ne reste jamais assis sur tes lauriers parce que quand on fait ça, on a une certaine, je pense, condescendance qui fait qu'on n'innove plus ou on n'est plus alerte. Et dans le métier qu'on fait, être alerte, c'est important. C'est la clé. C'est la clé, en fait. C'est la clé, s'adapter, s'ajuster. Puis si, par exemple, aujourd'hui, on disait moi, je veux continuer à travailler comme on travaillait avant la pandémie, on n'a rien compris parce que les gens, ils ont changé. Ils ont changé. Les gens ont changé. Donc, nous aussi, on doit changer, on doit s'adapter. On doit comprendre pourquoi ils ont changé. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont changé? C'est quoi leur réalité? On doit s'adapter et on doit essayer d'offrir le meilleur à ces gens-là. C'est comme traiter tes employés comme un client, en fait. Exactement. En fait, tes employés sont tes clients. C'est un partenariat. C'est qu'est-ce que tes employés, ils aiment? Qu'est-ce que tes employés... ils veulent voir, c'est quelle communauté. Et on oublie l'importance de l'humain autour de ça. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qu'on crée, ça doit être quelque chose qui facilite le travail, la cohésion, puis l'interaction humaine. Ça doit être au cœur de tout ce qu'on fait. Les gens, en fait, leur expérience. Et je le vois, j'étais au bureau il y a pas longtemps et il y a un groupe de femmes qui sont venues pour célébrer la retraite d'une de leurs collègues. Et elle disait que ça faisait 4-5 ans qu'elles n'étaient pas venues au bureau. 4-5 ans? 4-5 ans qu'elles n'étaient pas venues au bureau. Je les ai regardées, j'étais wow! Et quand elles sont venues, elles ont dit, mais vous avez changé ceci, vous avez fait cela, vous avez amélioré. Et elles ont dit, ça nous a fait du bien de se voir. On n'avait pas réalisé à quel point le contact humain était important. Et elles ont dit, on a aimé l'expérience, on va revenir plus souvent. Et pour moi, c'est ça mon travail, c'est ça mon challenge. C'est créer ces envies-là, développer des stratégies qui fait qu'on a le bon portfolio, les bonnes tailles de portfolio qui font que les gens, ils ont envie de venir et qu'ils ont une belle expérience au travail. Parce que le travail, c'est pas juste travailler et faire du 9 à 5. C'est aussi l'interaction avec les gens. Et on passe 8 heures par jour avec ces gens-là. On a bien intérêt à avoir une bonne relation. On passe plus de temps souvent avec nos collègues de travail qu'avec nos familles. Exact. Donc, on n'a pas le choix, mais
tant qu'à passer ce temps-là, profitons du max, développons les relations avec ces gens. Exactement. Ouais. Et puis, je pense que quelqu'un qui veut rentrer dans le marché, il faut comprendre ça. Il faut vraiment s'adapter. Puis, honnêtement, foncez. Il y a rien qui est impossible si vous mettez votre vision et votre volonté à votre propre service, en fait. Exactement. Merci beaucoup, Saleh Diao. C'était vraiment intéressant de discuter avec toi. Ça me fait super plaisir. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Merci beaucoup, Tonton. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Et pour l'audience, restez connectés pour les prochains épisodes. Au revoir.